Mesdames et messieurs, bonjour, excellente journée que je vous souhaite à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver dans Bonjour d'Algérie, c'est Béchar qui vous accueille comme chaque jeudi. Nous sommes jeudi 26 septembre 2024 et nous serons avec vous de 8h à 9h30 pendant 1h30. Nous allons, avant de commencer notre thématique qui sera aujourd'hui par rapport à la rentrée scolaire, c'est le fait qui a eu lieu le dimanche dernier. Donc, reprise après les inondations, nous allons avoir le plaisir de recevoir deux invités pour discuter de ce sujet, la rentrée scolaire. Donc, avant d'entamer notre thématique d'aujourd'hui, je vous laisse vous reposer un petit moment avec cette chanson de Caméléon. ولا لسانه يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا دي حمامه ولا غزاله ولا عيوني بزينها سكروا سألت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيب هيدبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيب هيدبح بالسيوف شفارو كنا حيين انا وصحابي نقصر وحين جات حكمت علينا بالممات من الاموات ما يهضروا كنا حيين انا وصحابي نقصر حين جات حكمت علينا بالممات من الاموات ما يهضروا الله لسانه يخبر هذا قمر ولا بشر انا عيوني حارو ولا دي حمامة ولا غزالة والعيون بزينها سكروا حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيبة الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا دار الصعيب هيدبح بالسيوف شفارو يغير منه القمر ما نمشي لريال منه غارو ونبهاه يغير منه القمر عاو ما نمشي لريال منه غارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا بس صعيبة الحبيبة هيدبح بالسيوف شفارو ولا لسانه يخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه ولا لسانه الخبر وعلاش المحبوب يقتل في حبابه
وحبابه وعلاش. Et voilà, donc c'était une très belle chanson du groupe Caméléon. J'espère que vous l'avez appréciée tout comme je l'ai appréciée moi-même. Donc j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Dr Nabia Mohamed El-Amin. Il est médecin généraliste, il est secrétaire général du Conseil de l'Ordre et président de l'association des parents d'élèves de l'école Pasteur. Bienvenue docteur, soyez le bienvenu parmi nous. Nous allons parler un petit peu de la rentrée scolaire, comment étaient les préparatifs, surtout après les inondations qu'a connues la région le 8 septembre dernier. Et en tant que parent d'élèves, que pouvez-vous nous dire sur cette rentrée pour l'année scolaire 2024-2025? Alors avant tout, bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Alors pour la rentrée scolaire de cette année, elle a été un peu difficile, comme vous le savez. C'était juste après les inondations, mais avec la solidarité de tout le monde, ça a été plus ou moins une réussite. On a vu les élèves retrouver leur place à l'école. C'est avec les pleurs des nouveaux enfants qui viennent pour la première fois. C'est toujours qui est remarquable pour les préscolaires. Mais plus ou moins avec la solidarité des parties civiles, des parents, de toutes les sociétés faisantes ici sur la wilaya de Béchar, on a pu surmonter tout ce qui a été fait par les inondations. Endommagé, justement. Parce qu'on a vu pas mal d'écoles quand même. Il y a eu 32 écoles qui ont été touchées. Je pense qu'il y a eu une école qui a été... oui, l'école de Bessadet Chir, je pense. Elle a été carrément... elle va être délocalisée. Ils vont lui trouver un autre moyen. Elle a été fermée. Donc les élèves de cette école, ils ont été répartis vers d'autres écoles. Je pense à Abit Bessi. Et d'ailleurs, les élèves étaient déçus de voir leur école dans cet état. Elle a déjà été endommagée en 2008, vu les inondations de 2008. Cette fois-ci, encore une fois, il allait y avoir encore plus que ça, mais vu les efforts justement, on a pu récupérer toutes les autres écoles. Donc sur les 32, il y a eu une seule qui va pas être au service cette année. Donc quelle a été la particularité par rapport à l'école Pasteur pour cette année? Alors, pour retourner sur ce que vous venez de dire, effectivement, l'école Sadat a été mise hors service. Le ministère de l'Éducation a mis le budget nécessaire pour... 8 milliards de centimes. Effectivement, ils ont, il y a quelques jours, ils ont fait la réunion, ils ont fait le choix du terrain. Et normalement, dès la semaine prochaine, la construction de cette nouvelle école va commencer. Par rapport à Pasteur, dont je suis le président de l'association des parents d'élèves, la directrice et tous les parents et les associations ont pu remettre l'école sur les rails avec des efforts, nettoyage, remise en place des placards qui ont été plus ou moins décalés par rapport à le niveau de l'eau qui a passé par l'école. Mais alhamdoulilah, pour le moment, on va y arriver, Inch'Allah. Dieu merci. Donc, en tant que parent d'élèves, avant d'être président de l'association des parents d'élèves, vous avez 2 enfants qui ont rejoint l'école. Donc, quelle est la particularité de changement entre, on va dire, le régime des vacances et le régime scolaire par rapport aux heures de sommeil, sachant que les enfants doivent quand même se coucher assez tôt pour se réveiller de bonne humeur, de bonne forme le matin. Donc, comment vous arrivez à changer, à passer du mode vacances au mode école? Alors, par rapport aux enfants, mes enfants ou les enfants des autres, on le sait, durant toutes les vacances d'été, plus de 70% de la journée, les enfants sont collés soit devant des tablettes, soit devant la télévision. Le dîner il est toujours retardé par rapport à toutes les familles algériennes. Le dîner, c'est à partir de 10h30, 11h du soir. On va se coucher à partir de minuit 30. Les enfants font la grasse matinée le matin. C'est toujours à partir de 11h30, midi. C'est un peu difficile, mais c'est la réadaptation. C'est là le rôle des parents. Il faut réintroduire le nouveau programme 1 semaine ou 10 jours avant la reprise des écoles, reprendre la vie normale comme si demain c'était la rentrée.
enlever les tablettes, diminuer le temps de la télévision, rendre le moment du dîner à sa place, entre la prière du Maghreb et la prière de l'Aïcha, se coucher tôt, bien sûr, pour les enfants, pour qu'ils se réveillent en bonne forme et commencer une nouvelle journée. Tout à fait. Donc, on va parler, on est déjà à une semaine de la rentrée. Pour les gens qui sont déjà en retard, ils n'ont pas pu régler, par exemple, l'horloge biologique de leurs enfants. Comment peuvent-ils commencer la semaine prochaine, vu que voilà, la première semaine, quand même, c'est la retrouvaille, c'est beaucoup plus les préparations des affaires et des machins, mais on va rentrer la semaine prochaine avec les cours. Donc, pour les gens, alors là, je m'adresse aux médecins. Si ils ont raté la première semaine, ils n'ont pas pu régler l'horloge. Il y a eu forcément des enfants qui se réveillent mécontents. Ils ne veulent pas partir à l'école. Ils n'ont pas encore accompli leur nombre d'heures de sommeil. Donc, quel est le travail à faire par rapport aux parents? Effectivement, je vais revenir sur ce que je viens de redire. Pour les parents qui n'ont pas fait ça à l'avance, c'est le moment de le faire. Ils l'ont fait normalement, ils sont en train de le faire durant cette semaine écoulée de la rentrée. Normalement, les enfants, déjà, ils ont en tête que c'est bon, les vacances sont finies. Sont finies, exactement. Donc, par rapport aux enfants, je reste toujours sur le même thème. Il y a pas mal de maladies, surtout au niveau de la gorge pour les enfants. Sortant de la saison estivale, allant vers, surtout avec ce changement climatique qu'on voit ces derniers temps, il y a pas mal de maladies, otite, mal de gorge et tout ça qui revient chaque début d'année scolaire. Effectivement, oui. C'est le retour de la plage. C'est toujours les climatiseurs qui sont toujours en marche. Les gens qui prennent des bains et ressortent devant des climatiseurs ou dans des régions plus ou moins fraîches. On a des otites, on a des oreillons, on a plutôt des angines et plus des rhinites allergiques. C'est la saison pour la rhinite allergique. Alors, quelle est la tenue à faire devant ce genre d'inflammation, surtout par rapport aux boissons trop fraîches, on va dire glacées, par rapport aux glaces aussi? Est-ce qu'on devrait surveiller les enfants durant cette période? Est-ce qu'il y a des maladies contagieuses qui peuvent se transmettre au niveau de l'école? Comment les parents peuvent être vigilants face à ce genre d'épidémie, surtout en ce changement de climatique et surtout aussi à l'école pour éviter de transmettre la maladie à d'autres enfants? Alors, effectivement, durant chaque rentrée, c'est le contact des enfants. Les enfants ne peuvent pas mesurer la gravité des choses et les moyens de contamination. Mais c'est aux parents d'éviter le contact de leurs enfants dès qu'il y a des signes, des maladies contagieuses. Les maladies contagieuses, notamment les oreillons, notamment la varicelle, la rougeole et même les grippes saisonnières. On a des grippes sévères. Si nos enfants présentent une des signes, soit pour une grippe ou autre maladie, il faut contacter le médecin, visiter le médecin et c'est l'isolement à la maison. Mieux le garder à la maison que de faire subir le même sort à une école complète. Tout à fait. Donc, on reste sur ce même sujet. Par rapport aux maladies, on voit pas mal de parents faire l'automédication. Donc, quand l'enfant tombe malade, en attendant savoir que voilà, il y a des symptômes, on va faire une automédication, aller directement vers les antibiotiques sans savoir la différence entre telle et telle infection, quel genre d'inconvénient peut l'enfant subir pendant cette automédication. Quel est votre conseil et la tenue à prendre aussi par rapport à ce fléau? Oui, ce qu'on remarque en général par rapport à l'automédication, c'est la prise des antibiotiques, la prise anarchique. Je vais prendre l'exemple des angines. Il y a pas mal de parents, juste à l'ouverture de la bouche de leurs enfants, ils voient des amygdales, ils disent voilà, il fait des angines, on va prendre des antibiotiques. Des antibiotiques, une semaine après, des antibiotiques. On trouve à la consultation des parents qui ramènent leurs enfants après échec de 3 à 4 antibiotiques successifs. Et à la consultation, la surprise, ce ne sont pas des angines, mais en général, ce sont des grosses amygdales. Alors, la prise en charge, elle est différente de ce qu'ils sont en train de faire.
Le malheur, c'est qu'à force de prendre des antibiotiques, on va créer des résistances. C'est les enfants, après des consultations, ils prennent des antibiotiques qu'on donne pour ce type d'infection et on a un échec de traitement. Et ça, c'est la cause de la prise anarchique des antibiotiques antérieures dans la vie des enfants. C'est pour ça, ce que je conseille aux parents, si on a un enfant qui est malade et on est à la maison le soir, il fait de la fièvre, on donne des antipyrétiques ou des antalgiques, du paracétamol et on laisse faire. Si le lendemain, il a fait une petite fièvre et c'est passé, peut-être c'est une simple grippe, mais si ça persiste au-delà, on va chez le médecin. Il est mieux placé pour diagnostiquer et évaluer s'il a besoin, l'enfant, d'un antibiotique ou autre chose. Tout à fait. Donc, ça ne fait qu'aggraver la chose si on prend de manière aléatoire des antibiotiques. Alors, non seulement ça crée une résistance, mais ça peut aussi aggraver l'inflammation en elle-même. Effectivement. Donc, parce qu'on peut nourrir des bactéries avec de faux antibiotiques. Voilà. Donc, je vous remercie pour toutes ces informations. Donc, on va voir un petit VTR sur la rentrée scolaire et on reviendra pour discuter après. À l'instar des 32 établissements scolaires endommagés suite aux inondations du 8 septembre dernier, 2 semaines ont été suffisantes pour réhabiliter et préparer cette école primaire pour accueillir les enfants le dimanche 22 septembre afin d'entamer l'année scolaire 2024-2025. الأسبوع الماضي قمنا بتحضير كل المدارس من بينهم هذه المؤسسة وكان باقي المؤسسة اللي رانا فيها اليوم كانت خارج الخدمة وبفضل الخيرين توصلنا إلى الحل يعني النهائي ولات يعني حلة أحسن مما سبق في قبل الفيضانات. أما بالنسبة للدخول الدخول عادي بامتياز خاصة في كل يعني المناطق خاصة بلدية بشار اللي هي ضرت بعدة مؤسسات كان العدد نتاعها 32 ابتدائية داخل بلدية بشار ولكن قامت يعني كما نقول المتطوعين سواء مؤسسات عمومية ومؤسسات خاصة بالإضافة لجيش الوطن الشعبي واليوم كانت يعني اللي كانت خارج الخدمة أصبحت داخل الخدمة باستثناء ابتدائية واحدة فقط اللي هي ابتدائية بالسادات الشيخ اللي خرجت خارج الخدمة وحولنا التلاميذ نتاعها اللي يقراوا بنظام الدوامين أقرت السلطات العليا للبلاد بتعويضها واستفادت ولاية بشار من عدة يعني إعانات من بينهم هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة السادات بحوالي 18 مليار وقمنا في غضون الأسبوع الماضي بمعية يعني بأمر من السيد الوالي لاختيار الأرضية وإن شاء الله نسرعوا فيها في أسرع يعني الوقت ممكن باش تكون في الدخول المقبل بحول الله جاهزة في هذا الإطار. La reprise a été marquée par la joie des retrouvailles entre élèves et enseignants. Tous les dispositifs ont été pris pour garantir un bon accueil aux écoliers. أنا أحب القراءة والكتابة والرسم وأحب المطالعة. دخول المدرسة رائع جدا. دخول المدرسة جيد جدا. أحب القراءة ومعلمتي. كان استقبال جيد والفرحة كانت تزعم الكامل وتفاعلنا مع الدرس بأسلوب والكل شارك ونشكر الأساتذة متوسطة الحبيب محمد على المجهودات اللي يبذلوها لكل عام. كان دخول موفق ومميز. الدرس الافتتاحي الذي اختارته الوزارة اليوم كان حول السلامة المرورية وكما تعلمون أن الحوادث المرورية صارت كثيرة جدا وبالتالي ارتأت الوزارة بأن تحسس التلاميذ بأهميتها وخطورتها. تفاعل التلاميذ كالعادة دائما يتفاعلون بنشاط وذلك بسبب السعادة لالتحاقهم وعودتهم لمقاعد الدراسة. نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه السنة مميزة كالسنوات التي سبقتها مليئة بالنجاح والتفوق إن شاء الله. Grâce aux efforts réunis et la coordination entre différentes directions de la wilaya de Béchar, le défi a été lancé et le pari a été gagné avec une rentrée scolaire réussie et dans les délais.
Et voilà, donc ça c'était la rentrée dimanche dernier. On voit l'enthousiasme des écoliers, ravis de retrouver leur classe et leurs enseignants. On reste toujours dans le domaine scolaire et on va parler un petit peu de la médecine scolaire. Quelles en est des nouveautés par rapport à ça et surtout quelles sont les maladies diagnostiquées et le suivi qui se fait au niveau des écoles. Alors, par rapport à la nouveauté, on va pas commencer par les nouveaux ou les nouveautés. Cette année, c'est l'installation de trois points dentaires sur les différentes écoles, ici sur la wilaya de Béchar. Et comme ça, même les élèves peuvent faire le suivi après les visites scolaires par les médecins. Ce qu'on note par rapport aux maladies diagnostiquées, c'est en général, c'est après un échec scolaire ou là, après une visite du médecin. Les échecs, pourquoi on dit échec scolaire? Parce qu'à chaque fois, si un élève a des mauvaises notes ou une mauvaise moyenne, on blâme directement le système ou l'enseignant. Mais, entre parenthèses, on ignore l'autre face de l'iceberg. Peut-être l'enfant ne voit pas bien, il a une diminution de l'acuité visuelle. Tout à fait. On trouve des enfants qui ont une diminution de l'audition, ils n'entendent pas très bien. C'est ça, c'est le rôle de l'investigation de la médecine scolaire. On investigue ces gens. Mais pour les parents, on pousse les parents à dire et à ramener l'historique de la maladie de leurs enfants. Il y a des enfants qui ont des maladies chroniques. On a le diabète, on a l'asthme, on a des enfants qui n'arrivent pas à retenir les urines pour les autoriser à faire le va-et-vient entre les sanitaires. Les diabétiques, c'est un régime à part. On avertit l'enseignant s'il voit le moindre doute, des sueurs ou des signes alarmants pour aider l'enfant à dépasser cette période. Donc, c'est des gestes banals finalement, mais l'impact est énorme justement. Effectivement. Donc, on ne peut pas deviner parfois pourquoi l'enfant n'écrit pas bien ou il ne révise pas bien ses leçons, mais alors que le facteur est carrément autre chose que le domaine scolaire, il est dans le physique et c'est le rôle partagé entre enseignants et parents. Donc, la médecine scolaire, elle est là justement pour faire le diagnostic, comme vous l'avez signalé tout de suite. Par rapport aux chaises dentaires, donc, c'est des soins qui vont se faire au niveau des écoles, c'est un suivi, c'est... Normalement, normalement, cette année, c'est les dentistes qui font faire la visite avec les médecins, les médecins scolaires, et ils vont les orienter vers les 3 points, les 3 écoles. Si je me rappelle bien, normalement, c'est l'école Abdel Wahab et l'école Mekfi, la 3e, c'est pas grave. Donc, il y a 3 points où les enfants pourront faire des soins dentaires et faire des suivis. Comme ça, les caries, on va les diagnostiquer au départ. Éviter quand même de perdre des dents inutilement. Et aussi, parfois, il faut remplacer le vide pour garder une belle dentition aussi. Donc, tout ça, ça va se faire au niveau de la médecine scolaire. C'est ça la nouveauté de cette année. Effectivement, parce qu'on a vu durant plusieurs années que les parents prennent à la négligence les dents de lait. Les dents de lait sont les dents qui viennent dès les premières dents, voilà. Sont les premières dents. Et les parents les prennent avec négligence. Ils disent... Voilà, c'est uniquement des dents de lait, elle va les perdre, il va avoir les nouvelles dents. Mais si on a une mauvaise dentition, on peut avoir un retentissement sur les dents qui viennent après. Si on a des dents cariées à plat, il peut carier la dent qui n'a pas encore poussé, qui est toujours à l'intérieur, et ça le dégât. C'est ça qui néglige les parents par rapport à cette les vides aussi, ça peut toucher l'alignement, la belle dentition. Donc, s'il y a des vides, ça pourrait pousser une dent à virer à gauche ou à droite ou à l'avant, à l'intérieur. Donc, tout ça... Effectivement, c'est lié aux extractions anarchiques. Voilà, on extrait la dent avant la date présumée. Ça va créer des vides qui vont être compensés par des dents qui ne sont pas à leur place. Tout à fait. Il y a aussi le volet de l'hygiène. On va parler de la brosse à dents, l'importance de la brosse à dents. Donc, quand il y aura des dentistes qui vont faire le tour, ils vont sensibiliser par rapport à ce point-là, que les parents parfois négligent chez les enfants aussi.
Effectivement, je crois qu'ils sont mieux L'hygiène placés. buccale qui peut engendrer aussi des inflammations au niveau de la gorge. Il faut Oui, vraiment le citer. oui. Si on va les réunir au rhinite, ça va donner des inflammations de la gorge. Tout à fait. Une mauvaise Donc, hygiène buccale plus une allergie respiratoire, ça donne une inflammation de la gorge. une mauvaise haleine, on va avoir tout un tralala derrière parce que si on parle des enfants, entre parenthèses, ils sont pas très gentils quand même entre eux. C'est-à-dire que s'il y a quoi que ce soit, un enfant qui perd ses dents, il pourra faire la blague de l'école. Donc ça aussi, ça pourrait nuire à la personnalité d'un enfant. Effectivement. Indirectement, donc on pourra avoir des résultats néfastes sur la personnalité elle-même. Effectivement. C'est toujours un point qui est en train d'être réglé au fur et à mesure. En dehors de ce volet qui est le volet dentaire, je retourne à tout ce qui est médical parce que je suis mieux placé à parler. C'est les scolioses ou les déformations de la colonne vertébrale de l'enfant vu le poids du cartable. On retourne chaque année sur le poids du cartable. Dieu merci, ces dernières années, le ministère a fait des efforts pour laisser une copie du livre à l'école et une copie à l'école, à la maison, mais toujours le poids du livre, des cahiers, il est toujours trop pour des enfants. On trouve des enfants en quatrième année, en troisième année, avec 12, 13 cahiers. C'est pour ça l'emploi du temps, il est primordial. Les parents doivent contrôler l'emploi du temps de leurs enfants. Comme ça, les enfants ramènent uniquement ce qu'ils ont besoin. Parce que le poids, ça va donner des scolioses, en plus des attitudes à la classe. L'enseignant doit contrôler l'attitude de l'enfant, il doit s'asseoir correctement, pas pencher en avant, en arrière. C'est plus ou moins faisable si on peut contrôler les enfants dès les premiers âges pour éviter les scolioses et le retentissement sur la carrière de ces enfants par rapport soit une carrière sportive, vu l'État part vers la reprise du sport, comment dirais-je, le mot m'échappe. L'éducation sportive. Oui, l'éducation sportive au niveau des écoles, donc c'est le sport scolaire, oui. C'est ça. Mais on doit contrôler le poids du cartable. Bon, maintenant, si on ne peut pas contrôler le poids du cartable, sachant que les enfants, les écoliers changent de forme, on va dire, il y en a les plus forts, il y en a les moins forts, on va dire chétifs, petits de taille et tout ça, comment les parents pourraient aider, trouver alternative à ce fléau? Je vais citer par exemple le cartable à roulette. Maintenant, si on voit que l'enfant il est vraiment petit de taille, menu et qu'il n'arrive pas à porter un cartable assez lourd, ça serait bien que les parents l'accompagnent jusqu'à la porte de l'école ou alors lui permettre d'avoir un cartable à roulette qui pourrait faciliter la tâche et justement pour éviter la scoliose. Même les cartables à roulette posent des problèmes parce que c'est la posture des enfants. En tirant la roue, on va se pencher sur un côté par rapport à l'autre. Le meilleur moyen, c'est de contrôler l'emploi du temps des élèves. Les parents doivent contrôler l'emploi du temps de leurs enfants et mettre dans le cartable uniquement les cahiers qui les affaires nécessaires pour la journée X ou Y. Un autre point j'aimerais bien passer, c'est le goûter. Le goûter, on remarque chaque année, il faut savoir que le goûter du 10h, ce n'est pas un repas, ce n'est pas le repas de midi, ce n'est pas le petit-déj du matin. On a remarqué des parents qui mettent beaucoup de choses à leurs enfants dans le goûter. Et comme ça, il va manger en jouant, il va avoir des ballonnements, il va avoir des rejets. Mais on doit mettre uniquement tout ce qui est nécessaire. On peut mettre un fruit et éviter tout ce qui est sucrerie. Les sucreries vont donner de la fausse énergie pour les enfants. Et on va donner plus de caries en retournant sur l'état buccal des enfants.
Tout à fait. Donc, pour revenir au problème des cartables, le ministère de l'Éducation nationale, cette année en particulier, il a diminué les heures, les matières surtout de la première année primaire, justement, qui les a limitées, je pense, à 3 matières. Et ça, justement, je pense que ça revient dans le contexte de diminuer le nombre de cahiers et de livres dans le cartable d'un écolier. Effectivement, ils ont diminué tout ce qui est nombre de matières pour la première et la deuxième année primaire. J'espère que ça va englober tout ce qui est les 5 classes de primaire. Oui. Même il y a quelques jours, on a vu aux informations le président qui a demandé que la tablette prend sa place à la place du livre, parce que le poids du cartable, c'est un fléau et c'est la préoccupation des parents, des enseignants et même du ministère et du président. Absolument. Donc, si on pouvait revenir sur les conseils aux parents, s'il y a quelque chose à rajouter justement pour, on va dire, développer le sens de responsabilité peut-être et aussi la bienveillance, que ce soit des parents ou des enseignants sur nos élèves, nos petits-enfants scolarisés. Oui, si on peut responsabiliser les parents, c'est de commencer dès le début. Le carnet de l'enfant, c'est une pièce primordiale à la rentrée des enfants. Parce que au cours de l'été, les vacances d'été sont des vacances qui durent 3 mois. Durant ces 3 mois, il y a pas mal d'enfants qui ont été diagnostiqués avec des maladies chroniques. On va parler des maladies chroniques les plus répandues, le diabète, l'asthme. Pour les nouveaux diabétiques, il ne faut pas avoir honte. Il faut que les parents prennent la responsabilité et doivent confronter cette maladie avec leurs enfants. On doit se déplacer avec nos enfants à l'école. Il faut exposer le problème à la directrice qui va, elle aussi va l'exposer à l'enseignant direct de son enfant. Alors il faut mettre les points sur les i dès la rentrée. C'est un enfant qui est diabétique. Il doit prendre son insuline. Il doit manger à des moments bien fixes. Il y a des signes alarmants. Il faut les exposer. Je sais que ce n'est pas facile pour les enseignants ou pour la directrice, mais s'il y a la demande par la directrice ou par l'enseignant, c'est le médecin scolaire ou n'importe quel médecin peut donner son avis. Il peut aider cette personne à la prendre en charge. Ça, d'une part, si on va parler du diabétique. Les asthmatiques, c'est la période des allergies, comme on a dit au début de notre émission. C'est le début des allergies. Mais même les crises d'allergie peuvent engendrer des crises d'asthme. Tout à fait, il faut un suivi déjà. Les asthmatiques, c'est un autre tabou. Non, les enfants ne veulent pas prendre les aérosols. Comment mon enfant il est sous aérosol, il va le prendre à l'école, c'est un autre tabou. Déjà, l'instauration des aérosols pour les enfants, c'est un grand chapitre. On prend un grand moment à la consultation pour expliquer aux parents que les aérosols, la pompe entre parenthèses, sous le nom de la pompe, c'est ventoline connue chez la majorité. C'est pas une punition. C'est pas une punition pour les enfants. C'est pour le bien des enfants. Parce que après un certain âge, l'évolution pulmonaire ou la saturation pulmonaire, l'enfant peut guérir et on va enlever ces aérosols, sauf en cas de besoin. Donc c'est déjà un volet préventif, il faut vraiment le signaler. Oui. Donc ça pourrait être une maladie chronique et devenir quelque chose à vie, mais si on le prend à un moment bien défini au départ de la maladie, c'est plutôt préventif. Donc pour un certain moment, et on va s'en débarrasser après. Effectivement, mais c'est ça, c'est le rôle soit du médecin de famille ou le médecin qui a consulté ou le médecin spécialiste qui a posé le diagnostic d'une maladie chronique. Il faut bien expliquer aux parents que ce n'est pas une punition pour les enfants. Ils doivent surmonter cette période ensemble et on doit
expliquer aux enfants qu'ils ne sont pas punis par le Dieu et on va les prendre en charge, soit au niveau de la maison, soit au niveau de l'école. L'école, pourquoi on insiste sur l'école? Parce que les enfants vont passer une grande partie de la journée de 8h à 15h à l'école. C'est quand même, ce sont 7 heures. 7 heures, ils vont rester à la maison avant le coucher, 3, 4 heures, 5 heures maximum, mais la moitié de la journée, c'est au niveau de l'école. Ça d'une part. Je retourne une deuxième fois sur les maladies transmissibles ou les épidémies qui peuvent être vues lors des rentrées scolaires. La varicelle, la rougeole, les oreillons. Parce qu'ils sont plus répandus, parce que c'est le contact. Non, c'est juste des oreillons, ils envoient leurs enfants à l'école. On trouve avec toute la classe qui est avec les oreillons. Alors que les parents pouvaient mettre leurs enfants à l'écart à la maison. C'est le contact avec les élèves de la classe et même avec la fraternité à la maison. Il faut mettre à l'écart l'enfant, il faut qu'il se lave, il se douche seul avec des articles de toilette uniques. Donc c'est une hygiène de vie finalement, donc c'est un tout qu'il faut ancrer dans l'enfant dès jeune âge, comme ça il le prendra et ça deviendra machinalement, même à l'âge adulte. Juste pour revenir aux maladies chroniques, vous avez cité les diabétiques. Est-ce que les diabétiques peuvent avoir une vie scolaire normale en pratiquant du sport, c'est-à-dire en dehors de la prise de leur traitement et des repas à des heures précises, est-ce qu'ils peuvent pratiquer une discipline sportive, par exemple? Oui, bien sûr. Oui, les élèves ou les étudiants en général peuvent suivre une vie normale tout en gardant comment dirais-je? De vivre leur enfance normalement. C'est-à-dire qu'on connaît pas mal de gens, même à l'âge adulte, ils sont tellement choqués d'avoir chopé, on va dire, la maladie du diabète. Souvent, les gens pensent que voilà, ils n'ont pas les capacités que d'autres. Donc c'est une fausse information. Il faut vraiment rassurer les enfants et les parents. Comme quoi, c'est une maladie comme tant d'autres et ils peuvent avoir une vie très normale du domaine, si on parle de la scolarisation justement de l'enfant. Oui, effectivement. Il faut juste suivre leur traitement. Il ne faut pas négliger le traitement. Dire non, on laisse l'enfant باللغه الدارجه. Je vais essayer de dire ça باللغه الدارجه باش يفهموني كامل. non خليه يولي حتى يجي للدار وندير له الانسولين انا. non خليه حتى يولي يجي للدار وندير له الفونتولين. non c'est pas bien. Le traitement, il est défini par le médecin traitant. À quel moment il doit prendre le traitement, on doit respecter ça. Pour avoir un meilleur rendement du traitement et une meilleure vie pour nos enfants, on doit suivre à la lettre. Et la posologie et les heures de prise de ce traitement. Effectivement, effectivement. En passant des maladies, on va passer, comme on a dit, le goûter. Le goûter, ce que je préconise et ce que je conseille à mes malades au niveau du cabinet, c'est de privilégier les fruits aux sucreries. On a vu pas mal d'enfants qui ramènent des gâteaux, des jus sucrés, et des chocolats aussi. Des chocolats, c'est beaucoup pour un enfant. Un enfant a besoin des fruits. C'est bien pour le développement de l'enfant et c'est uniquement pour... il y a plein de vitamines, il y a plein de choses utiles par rapport, si on va parler du chocolat, des sucreries inutiles, du gras, des trucs qui nuisent à la santé et le développement physique de cet enfant. C'est ça. Et pour éviter, parce que si on va dire des chocolats, des bonbons, c'est le partage entre les enfants. C'est de bouche à une autre bouche, c'est de transmettre une maladie d'une bouche à une autre. Et c'est pour ça on va retomber dans les bonbons Kojak, par exemple. Les bonbons Kojak, effectivement. Bon exemple. Oui. Oui. Et c'est ça, qu'est-ce que les parents vont dire? Ah, ton ami, il avait les angines, toi aussi tu as des angines. Et on va retomber dans l'automédication. Et c'est les antibiotiques. Bonjour les antibiotiques. Eh oui.
Et les complications dont on avait parlé tout à l'heure. Si on a des enfants, je le redis une deuxième fois, si on a des enfants qui ont des amygdales, c'est pas... Toute infection purulente n'est pas forcément angine. Non, Voilà. ce n'est pas une infection purulente. L'infection purulente, c'est un autre volet. C'est la taille des amygdales, c'est pas donc l'inflammation en elle-même, voilà. Des angines. On voit nos enfants qui ont de la fièvre, on utilise l'automédication, elle est autorisée dans la limite de besoin. En cas de fièvre, c'est les antipyrétiques du paracétamol. Les antibiotiques, c'est au médecin de décider la qualité ou la nature ou du antibiotique prescrit pour telle et telle maladie. Le renflement du soir, ça ne veut pas dire uniquement que c'est juste uniquement des rhinites, parce que le renflement du soir va donner un rendement inférieur aux autres élèves, parce que c'est un mauvais sommeil. Parce que le cerveau ne va pas se reposer, il ne va pas avoir sa dose d'oxygène. Donc, l'enfant doit consulter le médecin. Le médecin va voir la gorge, les oreilles, le nez et va décider. C'est une rhinite, on va donner tout ce qui est nécessaire pour cette maladie. Et s'il y a des amygdales, on peut aller jusqu'à la chirurgie, une amygdalectomie, enlever les amygdales. Et comme ça, on va soulager la gorge de l'enfant. Et prévenir de d'autres maladies plus graves, comme le cœur par exemple. Voilà. Oui, parce que les amygdales peuvent donner des rhumatismes, ce qu'on appelle les RAA. Ce sont des rhumatismes auriculaires aigus, sont liés aux auricules du cœur de l'enfant. C'est pour ça que les enfants viennent à la maison après une journée, j'ai mal au genou, j'ai des picotements au niveau du cœur. Et ça, c'est le rôle du médecin. En examinant la gorge, on trouve ces fameuses amygdales et on passe au bilan biologique et on trouve des normes très élevées et on est obligé de traiter. Après échec d'un traitement, c'est toujours, on peut aller à la chirurgie pour faciliter cette guérison. En dernier, j'ai passé sur je vais retourner une autre fois sur l'emploi du temps. L'emploi du temps, ce n'est pas uniquement une feuille qui est accrochée au mur ou au frigo des parents pour voir qu'est-ce que leurs enfants ils ont demain, sport ou maths ou physique ou autre chose. C'est pour diminuer le poids du cartable. Parce que les enfants, par leur nature, sont plus ou moins feignants. Feignants, ou je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Paresseux, mais bon, ça ils reste... prennent tous les cahiers à la fois. J'ai mes enfants à la maison et j'ai cette expérience. Ils veulent prendre tous les cahiers. S'ils ont 12 cahiers et 15 livres, ils veulent prendre les 12 cahiers et les 15 livres. Par prévention, au cas où. Au cas où. Alors que l'emploi du temps, il est là. Si les parents prennent le soin de vérifier. Le temps de vérifier le cartable de l'enfant avant de sortir de la maison en le comparant avec l'emploi du temps, on n'aura pas ce problème. C'est un grand problème. Je les vois à la consultation. C'est des déformations complètes. On appelle ça des scolioses ou des syphoses des enfants. Et même les gens qui n'arrivent pas à se mettre correctement debout parce qu'ils prennent le cartable d'un côté. C'est pour ça. Je conseille aux parents, s'ils achètent des sacs au dos, de demander qu'ils soient pris des deux bras, pas uniquement d'un seul côté. On voit dans les écoles, pour répartir le poids sur le dos, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une forte charge sur un côté sans l'autre. Oui, ça va donner une déformation. C'est la période de l'évolution de l'enfant. L'enfant, il est en évolution jusqu'à l'âge de 17 ans ou 18 ans. Si on ne prend pas en charge cette période-là, la répercussion, on va la voir après les 18 ans et c'est trop tard. C'est trop tard, voilà. Il vaut mieux prévenir que guérir. Effectivement. Donc, si on revient sur tout ce qu'on a dit avant de conclure et de finir notre rencontre, c'était très agréable de vous recevoir. Donc, quel est le récapitulatif de tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure comme conseil avant de vous quitter, de vous laisser Alors, le conseil que je peux
donner, c'est un résumé de ce qu'on vient de dire. La réussite de nos élèves, c'est la solidarité entre les parents, les enseignants et les associations des parents d'élèves et le médecin. Parce que le tout est complémentaire. Sont complémentaires pour une meilleure vie pour nos enfants. Donc, il faut fournir des efforts de là et de là-bas. Et comme ça, tout ça va sortir dans l'intérêt de l'enfant, de notre futur jeune et notre futur membre de la société qu'il faut bien former depuis très jeune âge sur les bonnes manières, faire attention à sa santé, faire attention à tout ce qui nuit à son, on va dire, développement biologique et moral et culturel et tout ce qui en suit. Et il ne faut pas avoir honte de dire « je ne sais pas comment me comporter avec un enfant », soit qu'il soit malade ou non. Il y a le médecin et il y a l'enseignant pour l'aider à dépasser cette étape. Parfois, il faut même faire appel à des spécialistes, des psychologues, pour aider les parents justement à mieux comprendre leurs enfants. Et ça, c'est quelque chose que dans la société reste un petit peu tabou. Parce que les gens peuvent penser de manière péjorative que voilà, une aide psychologique veut dire que l'enfant est fou, il a quelconque trouble, mais ça, c'est pas vrai. Parfois, c'est les parents qui ont besoin de cette aide pour mieux comprendre et savoir comment mieux agir avec leurs enfants. Effectivement. Dans notre société, le tabou, c'est qu'on ne fait pas la différence entre un psychiatre et un psychologue. Le psychologue, il a une grande responsabilité dans la réussite de nos enfants parce que le psychologue, il est formé à entendre, à bien trouver la faille dans le cerveau de l'enfant. Parce que l'enfant, avec un psychologue, il est plus à l'aise, il peut parler, il peut jouer en parlant. Et là, c'est là le diagnostic du psychologue. Et il va l'aider à surmonter cette période. Et je crois qu'il a sa part entière dans la réussite des enfants. Je vous remercie, Dr Mohamed El-Amin Biya, pour toutes ces explications. J'ai été ravie de vous accueillir dans ce plateau en direct de Béchar. On va s'arrêter avec une pause musicale avec le groupe Ouled Bouchtat. Alors, Ouled Bouchtat. غماري وي غماري غماري للام منزل طلق نوار غماري للام منزل طلق نوار
سيدنا بولال سيدنا بولال سيدنا بولال سيدنا بولال لالا بمنى السلطان قناوة سيدنا بولال لالا بمنى السلطان قناوة ونختم قولي بالصلاة وسلام محمد من الرسالة نختم قولي بالصلاة وسلام محمد من الرسالة ألفين صلاة عليك أيها العرب ألفين صلاة عليك أيها العربي الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله وبسم الله بديت لا حول ولا قوة مسلمين أمام صليح أمام صليح أمام صليح أمام صليح وبسم الله بديت لا حول ولا قوة مسلمين أمام صليح أمام صليح. Et voilà, donc c'était la troupe de Ouled Bouchtat, une belle chanson. J'ai le plaisir de recevoir notre deuxième invité, le docteur Larbi Abdoun, un spécialiste en psychologie. Donc vous allez nous instruire sur la rentrée scolaire d'un point de vue psychologique. D'abord, bienvenue parmi nous. Et quelles sont on va dire les orientations qu'on pourrait faire par rapport aux enseignants et par rapport aux parents d'élèves du point de vue psychologique par rapport à nos enfants? Merci pour l'invitation. Tout d'abord, quand on entame un sujet sensible tel que la rentrée scolaire, on doit poser une question fondamentale que représente la rentrée scolaire pour un enfant et pour sa famille. Tout à fait. Donc, pour l'enfant, c'est un moment crucial, plein de stress et plein d'attentes. Aussi, il va découvrir à travers ce moment une nouvelle situation, un nouveau monde, des camarades, des nouveaux camarades, des enseignants, et aussi il va découvrir une situation autre que celle de sa famille. Donc, dans ce moment-là, ils se sont stressés. Là, c'est en particulier les enfants de première année primaire qui viennent d'entamer la vie scolaire. Donc, pour la première année, les enfants qui entament pour la première fois leur scolarité, c'est des enfants un peu particuliers parce que la rentrée scolaire représente une séparation, une rupture avec un mode de socialisation familiale. L'école, c'est une institution qui représente une institution de socialisation telle que la famille, mais elle est différente parce que c'est un monde nouveau pour l'enfant, donc il représente un moment de stress pour l'enfant. C'est pour cela on doit accompagner l'enfant, on doit l'assurer, on doit le préparer
pour affranchir ce nouveau monde. Donc, c'est un moment un peu particulier, c'est un moment crucial, c'est un moment différent par rapport à sa vie quotidienne. Il va représenter pour l'enfant une nouvelle routine. On doit le préparer pour ce nouveau routine, une nouvelle organisation. Donc, c'est un moment différent par rapport à celle qu'il a habituée, à celle de sa famille. C'est une coupure quelque part du cordon ombilical avec sa famille, du rituel qu'il a l'habitude de vivre au sein de sa famille, de la paresse. Il y a plus de discipline, il y a plus d'orientation, d'ordre. Il n'a pas forcément l'habitude de recevoir toutes ces remarques en étant chez lui. Maintenant, il doit se tenir d'une certaine manière pendant un certain moment. Donc, tout ça que représente pour un enfant, surtout s'il n'a pas été dans une école préparatoire avant d'entamer l'école. Maintenant, s'il n'a pas l'habitude d'aller à la crèche, s'il vient directement du foyer, de la maison, et il se retrouve à l'école, on voit souvent des enfants pleurer à chaque rentrée scolaire du fait de quitter la maison, de quitter leurs parents. Ils ne veulent pas se détacher de leur papa ou de leur maman. Certes, il y a un problème d'attachement. L'enfant est habitué, attaché à sa famille. Quand il se sépare de sa famille, il va sentir un peu en malaise. Donc, c'est pour cela on doit le préparer. Donc, le moment de la rentrée scolaire pour les nouveaux scolarisés, les nouveaux enfants scolarisés, c'est un moment un peu spécial parce que l'enfant il est habitué, il se trouve dans une zone de confort. Donc il va quitter sa zone de confort où il va affranchir un nouveau monde. Ce nouveau monde est plein d'inconnus. C'est un monde qui est plein de nouveaux personnes, des camarades, des nouvelles habitudes. Donc c'est pour cela ils se sont certains enfants ils se sont aussi traumatisés par la rentrée scolaire, surtout quand il s'agit d'une situation qui ne présente pas un accueil spécifique pour les enfants attachés à leur famille. Donc c'est pour cela les enfants ils se sentent mal à l'aise, ils se sentent en difficulté et ils vont refuser de suivre d'adhérer à ce moment. Et c'est pour cela, des fois, ils pleurent, ils refusent catégoriquement de continuer leur scolarisation. Et c'est pour cela, dans ce cas-là, c'est le rôle de la famille et le rôle aussi de l'enseignant. L'enseignant, il doit sécuriser l'enfant et la famille, il doit aussi, avant tout, préparer l'enfant pour la rentrée scolaire. Il va le préparer avant le jour J. Il va le préparer à travers une visite, si c'est possible, à l'école. Il va à travers une discussion entamée entre les membres de la famille et ils vont le présenter l'école, ils vont discuter sur l'école, ils vont entendre les attentes de l'enfant sur l'école, qu'est-ce qu'il représente l'école pour l'enfant, qu'est-ce qu'il va découvrir dans cette nouvelle institution. Donc il parle avec l'enfant d'une manière préparative et il le prépare pour ce moment. Comme ça, il ne sera pas choqué de découvrir un monde tout nouveau et très différent de celui dont il avait l'habitude. Maintenant, si on parle de l'aîné de la maison, par exemple, ça diffère quand on a des frères et sœurs qui ont déjà l'habitude de porter leur cartable et de partir à l'école. Franchement, certains enfants ont tellement attendu ce moment-là pour faire la même chose que leurs frères et sœurs. Donc, ils sont quelque part préparés psychologiquement. Par contre, quand on a l'aîné, le premier de la maison, il n'a jamais vu quelqu'un quitter la maison portant son cartable pour aller à l'école. Alors, quelle est la différence entre l'aîné et les seconds frères et sœurs? Ou alors, est-ce qu'il y a une façon de faire, par rapport surtout aux parents, entre les deux situations? Donc, les deux situations sont totalement différentes.
Donc un enfant qui a ses frères et sœurs scolarisés, il se trouve à l'aise parce qu'il a une idée sur l'école, donc où il découvre l'école avant le jour J. Mais par contre, un enfant aîné ou bien un enfant, le premier enfant de la famille qui va être scolarisé, il se sent un peu en difficulté. Donc c'est pour cela la famille doit agir d'une manière particulière, douce, particulière et avec l'enfant une. Donc il le prépare à travers la participation dans l'achat des affaires scolaires, des articles, et il va le préparer à travers la discussion. Il va le préparer, si c'est possible, à travers une visite à l'école. Lors des enregistrements, par exemple, on l'emmène. Lui montrer les enfants de voisinage qui ont allé à l'école. Qui partent en groupe, par exemple, souriant, tout content. Donc, le rassurer aussi qu'il va revenir à la maison, parce que parfois les enfants ont tendance à penser que voilà, on est abandonné, on va partir dans un endroit où on n'est pas censé revenir. Il faut leur faire comprendre déjà que tu pars et tu reviens. Tout à fait, tout à fait. Donc, ils vont l'accompagner aussi à l'école et restent avec lui s'il le faut. Dès que possible, Yanni. Donc, c'est pour cela. Donc, cette préparation pour l'enfant est nécessaire par rapport à l'enfant qui a des frères et sœurs scolarisés. C'est un problème qui pose vraiment un problème et qui nécessite l'accompagnement particulier de la famille. Maintenant, ça, c'est du côté des parents. Et si on parlait un petit peu du côté de l'enseignant, il a l'habitude de recevoir chaque année de nouveaux élèves. Et maintenant, quand on est en deuxième, troisième année, ça va. Si on est avec le même enseignant, les camarades se connaissent, l'enseignant connaît ses élèves, vice-versa. Pour une première année primaire, découverte des élèves, des camarades de classe, découverte de l'enseignant. Maintenant, chaque enseignant a sa particularité. Il y en a qui sont plus anciens, qui ont plus d'expérience avec les enfants. Il y en a qui viennent de commencer, de débuter leur carrière et n'ont pas cette expérience avec les enfants. Comment peut-on sensibiliser un enseignant pour savoir comment gérer telle ou telle situation, surtout avec les enfants qui sont plus ou moins agressifs? En principe, l'enseignant doit être sensibilisé auparavant parce qu'il a suivi une formation. C'est sûr, maintenant sur le plan théorique, se mettant sur le terrain, il y a quelques changements, quelques difficultés. Tout à fait. Donc, cette formation en psychopédagogie qui est axée sur les particularités et la différence entre les enfants, donc il est censé de l'utiliser dans ce moment-là. Or, il y a toujours certains enseignants qui ne sont pas tellement intégrés dans le domaine de processus l'éducation, ou bien le domaine de l'éducation. Dans ce cas-là, les représentants de l'établissement ou bien le directeur ou les conseillers doivent agir à leur tour, à leur rôle et intervenir pour aussi aider l'enseignant à intégrer l'enfant dans le groupe. Donc, ces enfants, ils ont besoin d'être intégrés dans un groupe qui est en interaction. Donc, c'est pour cela ils doivent discuter avec l'enseignant dans les réunions pédagogiques qu'ils le font avant chaque entrée. Donc, ils doivent discuter sur la particularité de certains enfants, surtout les enfants agressifs, comme vous avez dit, les enfants agressifs et les enfants qui représentent certaines difficultés comportementales, telles que certains enfants les autistes aussi, par exemple. Des enfants autistiques, des enfants... Il faut diagnostiquer et avoir un comportement particulier avec eux, très particulier d'ailleurs. Oui, d'abord, avant la rentrée scolaire, chaque enfant, il est censé d'être présenté à l'administration avec ses parents pour savoir si l'enfant a des antécédents médicaux ou bien psychiques, ou alors dans la famille, même s'il y a des troubles dans la famille. Et dans ce cas-là, si le représentant de l'établissement constate que tel ou tel enfant
va présenter un problème, donc il doit l'orienter vers, vers d'autres compétences, vers le psychologue, vers le médecin pour un diagnostic. Donc si l'enfant est diagnostiqué capable, susceptible d'être scolarisé, donc il doit être scolarisé avec une certaine... avec un comportement particulier de la part de l'enseignant. Merci beaucoup. Donc, chers téléspectateurs, nous allons faire une petite pause avec Linda Blues et nous reviendrons. Restez avec nous. Give me one reason to stay here, not turn all back around. Give me one reason to stay here, and I turn all back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Woo! Baby, I got your number. Oh, I know that you got mine. You know that I called you. I called you many times. You gotta call me, baby. You gotta call me anytime. You gotta call me. Give me one reason to stay here, and I turn all back around. Give me one reason to stay here, and I turn all back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. I don't want no one to squeeze me. They might tear away my life. I don't want no one to squeeze me. They might tear away my life. I just want someone to hold me and rock me through the night. Troquer sax. Busy youthful heart can love you, oh, and give you what you need. I said this youthful heart can love you, oh, and give you what you need. But I'm too old to go chasing around, wasting my precious energy. Give me one reason to stay here. Oh, I turn all back around. Give me one reason to stay here. Oh, I turn all back around. Said I don't wanna leave you lonely. You gotta make me change my mind. Baby, just give me one reason. Oh, give me just one reason why. Baby, just give me one reason. Oh, give me just one reason why I should stay. And I told you that I love you, and I ain't no more to say. Et voilà, c'est une très belle pause musicale avec le blues de Linda. Je reviens vers vous, docteur, pour reparler justement de nos enfants sur le plan psychologique. Maintenant, j'aimerais bien qu'on parle de l'écran dépendance, si j'ose dire.
nos enfants sont de plus en plus attachés à leur tablette, à leur écran, téléphone, même la télévision sur YouTube, sur différents bouquets. Quelle est l'altitude à prendre avec ce genre de dépendance et aussi comment cela pourrait nuire à leur scolarisation, surtout en période d'examen, sachant qu'on vient de rentrer de la saison estivale où ils avaient liberté de consulter comme ils le voulaient, tant qu'ils le voulaient. Souvent, les parents se retrouvent en fin de saison estivale avec un enfant habitué plus qu'il en faut à l'écran. Certes, l'écran représente un défi pour la famille et un problème pour l'enfant, la dépendance et l'attachement de l'enfant à l'écran, que ce soit les tablettes, les téléphones et leur habitude, l'habitude des enfants de faire de jouer avec la tablette ou le téléphone, les jeux électroniques les jeux en ligne aussi, en général. Oui, oui. Donc, il représente un problème et un défi pour la famille. La famille, elle est censée organiser la rentrée scolaire de leur enfant à travers un programme bien déterminé et qui met fin à certaines habitudes, à l'ancienne habitude et aux routines anciennes. Donc, il va créer une nouvelle routine qui exige à l'enfant de se lever tôt, de dormir tôt. Oui, et d'organiser son temps, d'organiser ses habitudes alimentaires, d'organiser aussi l'horloge biologique. Son horloge biologique et aussi d'organiser sa vie en général. De manière générale. D'une manière générale. Donc, le problème de la dépendance, c'est un problème qui empêche une rentrée scolaire ou bien un suivi scolaire adéquat. C'est pour cela donc la famille doit agir pour organiser, pour ne pas dire mettre fin, pour organiser l'utilisation de l'écran chez l'enfant. On sait tout le monde que interdire l'écran, c'est pas possible, surtout actuellement. L'enfant, il se trouve face à l'écran à tout moment et à toutes les situations, dans toutes les situations, il se trouve face à l'écran. Donc, c'est pour cela la famille, il est demandé de la famille de l'organiser d'une manière susceptible à aider l'enfant à s'intégrer à l'école ou à l'école en général. Quand cela se fait machinalement et que l'enfant adhère, il n'y a pas de problème. Mais quand il y a une résistance de la part de l'enfant avec des caprices, parfois il se tabasse, parfois il se met par terre, il crie, il fait des bêtises pour attirer l'attention, c'est-à-dire qu'il ne veut vraiment pas quitter son écran ou alors il le fait en cachette, c'est-à-dire surtout pour les parents qui travaillent, qui ne sont pas souvent à la maison, peut-être que cet enfant, surtout que maintenant il y a les télévisions connectées. Donc, il va sur YouTube, il a l'habitude de regarder des vidéos, on n'en sait même pas l'impact de ces vidéos sur cet enfant. Est-ce que cela devrait se faire à partir d'un certain âge? Est-ce qu'il y a un âge avant de s'imprégner la première fois? C'est-à-dire qu'on voit nos enfants à partir de 6 mois, 7 mois, on les met à exposition devant des écrans, à regarder pendant des heures des vidéos, des chansons, à tel point qu'il va s'habituer. Alors, à quel âge peut-on commencer à donner un téléphone à un enfant et comment peut-on se familiariser avec lui, rentrer dans ce monde virtuel pour justement qu'il dépende un petit peu des demandes, si on arrive à dire, à jongler, à sortir, à donner des horaires précis pour le monde virtuel et pour le monde réel, si j'ose dire. Le monde virtuel est devenu partie intégrale et essentielle dans notre monde actuel. Et je ne pense pas qu'il y a une recette spécifique pour l'enfant, à quelle date ou bien à quel âge on doit permettre à l'enfant d'utiliser
telle ou telle chose. Donc, la famille, chaque cas est particulier. Chaque cas a son programme ou bien on peut utiliser... Mais il y a des symptômes aussi, parce qu'on a entendu dire que voilà, il y a des problèmes, par exemple, dyslexie de vocabulaire, il y a des enfants qui commencent à réfléchir en anglais, par exemple. Les parents n'arrivent pas à savoir ce qu'il y a comme écart de langue. Il te dit, par exemple, mon enfant ne parle pas à 3 ans, à 4 ans, alors que peut-être il parle autre langue. Ou alors il raisonne dans une autre langue. Il a l'habitude de voir des vidéos par exemple en anglais ou en français. Il n'arrive pas à enchaîner avec sa langue maternelle. Et il y a aussi les troubles dont on a parlé tout à l'heure de l'autisme justement. Beaucoup d'études disent que voilà, c'est l'exposition, hyper-exposition aux écrans qui engendre ce genre de maladie. Enfin, c'est des hypothèses plus que des études scientifiques démontrées. C'est des hypothèses qui supposent que l'attachement à l'écran crée ou bien représente un facteur pour l'atteinte de l'autisme. Donc, mais la réalité, c'est qu'on ne voit pas aussi cette capacité d'évolution ou bien de développement sensorimotrice chez l'enfant qui est différent par rapport à un temps passé. Donc les enfants actuels, ils sont surtout en ce qui concerne la motricité fine, ils sont capables par rapport aux anciennes générations d'utiliser leur motricité fine et de manipuler l'écran. On doit surveiller certes ce qui se passe derrière l'écran. Des fois, les enfants, ils utilisent l'écran d'une manière, il y a des spots publicitaires, il y en a qui rentrent en scène et qui peuvent nuire à l'enfant, à l'éducation de l'enfant. Donc c'est pour cela la famille, le père, la mère, ils sont censés à surveiller l'écran utilisé par l'enfant. Mais la réalité, c'est qu'on va on essaye à diminuer l'utilisation de l'écran chez l'enfant quand il est scolarisé à travers la création d'une routine spécifique pour l'école ou bien nouvelle routine pour l'école. Donc, on doit éliminer tout ce qui est écran abusif ou bien utilisation abusive. On va limiter l'utilisation abusive de l'écran. On va aussi parler avec l'enfant. On va essayer de le pousser à utiliser les livres ou bien à lire les livres. Donc il n'y a pas d'une recette, nous n'avons pas une recette spécifique pour l'enfant pour qu'il se sépare de l'écran, mais ça reste à la vigilance des parents et à la conscience aussi des parents et à la perception aussi des parents. Certaines familles, ils ont un niveau culturel et un niveau de perception capable de leur donner la possibilité d'organiser l'utilisation de l'écran chez l'enfant. Certaines familles, surtout les familles non cultivées, ils trouvent des difficultés pour gérer ce genre de situation. Quelle alternative pouvons-nous trouver à nos enfants justement pour remplacer cet attachement à l'écran? L'alternative, c'est le jeu. On doit utiliser le jeu comme moyen de communication, on doit utiliser le jeu comme moyen d'éducation, on doit utiliser le jeu. Le jeu, un enfant, il parle à travers le jeu. Et le jeu, les jouets, c'est les paroles de l'enfant, c'est les mots qu'utilise l'enfant. Et donc, on doit utiliser le maximum possible le jeu pour induire à l'enfant les bonnes habitudes
on doit, surtout les jeux collectifs, Voilà, c'est ce que j'allais dire, Ouais. où il y a interaction justement pour que voilà l'enfant interagisse avec l'environnement, avec ses copains, les enfants de son âge, ses frères et sœurs et tout ce qui en suit. Et même les parents, ils peuvent intégrer à des jeux communs de famille, jeux de cartes, jeux de connaissances. Ça peut être n'importe quel jeu, mais pourvu qu'il y ait une interaction justement avec cet enfant. Tout à fait. L'enfant, quand il rentre en interaction avec ses pairs à travers le jeu, le jeu, il devient un moyen de socialisation. Tout à fait. Un moyen de socialisation. Et l'école et la famille, c'est deux entités complémentaires, c'est deux institutions qui ont la même vocation presque, c'est la socialisation. Donc, c'est à travers le jeu qui se trouve au niveau de la famille et au niveau aussi de l'école. Ou du quartier aussi. Ou du quartier. Donc, il y a un moyen commun entre les institutions. Il y a des habitudes communes entre les institutions qui peuvent participer à la continuité de ces établissements, et surtout dans la vocation de socialisation. Et surtout dans les jeux constructifs. Il faut vraiment signaler que ça doit être des jeux de connaissance, de réflexion, d'intelligence, de stratégie. Par rapport à chaque âge, bien sûr, il y a un jeu adéquat, mais il faut surtout encourager les parents à choisir quelque chose de bien, de constructif pour leur enfant. Donc le jeu n'a pas une fonction ludique seulement, mais aussi éducative et communicative. Donc c'est un moyen de communication, c'est un moyen aussi... De créativité parfois. De créativité aussi. Et si on parle de l'ancienne génération justement, les enfants créaient leurs propres jouets. Que ce soit le ballon, que ce soit les flèches, que ce soit... On avait pas mal de jeux à notre époque avec des outils très simples à la maison. Et voilà, les enfants arrivaient à trouver quelque chose pour se divertir, pour se faire plaisir et le partager. Surtout le charme, il était dans le partage avec la communauté du voisinage au sein de la même famille, sachant que les familles autrefois étaient nombreuses. Il y avait les cousins, cousines et tout ça, et ça faisait de l'ambiance. Tout à fait. Donc le symptôme principal dans n'importe quelle pathologie, surtout les troubles comportementaux, c'est la communication. Donc, si le jeu représente une possibilité de communiquer avec les autres enfants, avec aussi les adultes, et c'est un moyen de préparation à l'enfant pour qu'il soit adulte. C'est un moyen d'intégrer l'enfant à l'âge aussi adulte à travers la représentation. Voilà. Donc chaque enfant, et on le voit chez nos familles et chez nous aussi, que l'enfant, pour la première fois, il utilise les choses, les affaires de ses parents. C'est une manière de dire que je suis adulte, et j'appartiens à cette famille. Je ressemble à mes parents aussi. Je ressemble à mes parents. Donc le jeu, il le prépare pour qu'il puisse être adulte, il le prépare pour qu'il soit capable de communiquer et il l'éduque aussi, c'est un moyen d'éducation aussi et de socialisation en général. Donc, en plus d'être un moyen de divertissement, justement. Un moyen de divertissement, oui, tout à fait, oui. Donc le jeu est indispensable, c'est un moyen qu'on peut l'utiliser pour préparer l'enfant à la société et pour le détacher aussi, pour revenir à notre sujet, pour le détacher de l'écran dépendance. De l'écran et de la situation et de la zone de confort qui est sa famille. Exactement. Donc un enfant, le jour de scolarisation, la première journée de sa scolarisation, ils se sent anxieux. Perturbé parce que... Dépaysé surtout. Surtout parce que... C'est un nouveau paysage pour lui, un nouveau monde, un nouveau entourage. Donc, c'est une séparation de la zone de confort. D'habitude, il se trouve chez sa famille, il a les mêmes habitudes, il a les mêmes attentes, il a ses propres manières de communiquer avec sa maman et avec ses frères, des fois à travers... le chantage, des fois à travers
à travers les situations de victimisation. Mais l'enfant, il est intelligent, justement. Et c'est ça que la majorité des parents, parfois, négligent. Et on a tendance à se comporter avec nos enfants comme si qu'ils ne comprennent pas. Alors qu'ils sont très... ils remarquent super bien à cet âge-là. Ils savent comment manipuler, entre guillemets, leurs parents pour aboutir à leur caprice et à réaliser ce qu'ils veulent. Donc, il faut être quand même très délicat dans son comportement. Il y a le souci de la jalousie aussi qui s'impose dans la famille, donc il faut savoir comment se comporter entre tous les enfants, même vu la particularité de certains, donc qu'il faut prendre en considération. Donc les parents ont un grand rôle à jouer pour l'équilibre psychologique de l'enfant et surtout lors de sa scolarisation. Tout à fait. Et on ne doit pas... on doit prendre en considération certains comportements, surtout la première journée de scolarisation, qui ont l'aspect théâtral. Certains enfants, ils font le comportement théâtral et ils font des crises d'ordre hystérique pour ne pas, c'est pas tellement hystérique. C'est capricieux, ça rentre dans le comportement des enfants de manière générale. Oui. Je vous remercie, docteur. Nous arrivons à la fin de ce direct. On était avec vous en direct de Béchar. Je remercie notre docteur, Monsieur Larbi Abdoun, d'avoir répondu à notre invitation. J'étais ravie de vous accueillir pendant 1h30, de 8h à 9h30, et j'espère vous retrouver jeudi prochain en direct à Béchar sur votre émission Bonjour d'Algérie. Marandabo.